Bonsoir. Le ticket Biden-Harris officiellement investi cette semaine par les démocrates qui espèrent reconquérir la Maison-Blanche en novembre. Les conventions politiques qui marquent chaque 4 ans la dernière ligne droite avant la présidentielle ont démarré avec les démocrates. Ces grands-messes qui font partie de la politique américaine sont essentiellement virtuelles cette année à cause de la pandémie de Covid-19. Chez les démocrates, l'objectif c'est aussi de battre le rappel des troupes en essayant de faire taire les divergences idéologiques entre progressistes et modérés. Réussiront-ils à susciter l'engouement autour du tandem Biden-Harris, surtout avec une convention virtuelle? Quelles sont leurs forces et faiblesses? Quelle est leur stratégie pour remporter les élections de novembre et contrôler entièrement le Congrès? L'analyse de nos invités au cours des 30 prochaines minutes. Cette semaine, des personnalités bien connues du Parti démocrate, quelques républicains et des célébrités se sont succédés pour plaider la cause de Joe Biden. Tous ces discours se sont faits par visioconférence, une première. Mais pour les démocrates, l'objectif reste le même, aller à l'assaut de Trump et des républicains. C'est un récit de Dili Diko. Aucun délégué, aucun intervenant, aucun spectateur n'assiste cette année à la convention de nomination démocrate prévue du 17 au 20 août dans la ville de Milwaukee, au Wisconsin. Pandémie du coronavirus oblige, les travaux de la convention se tiennent de manière virtuelle. C'est au cours de cette célébration inédite que Joe Biden a officiellement été investi mardi soir comme candidat démocrate à la présidentielle du 3 novembre 2020. L'actrice Eva Longoria a ouvert la soirée inaugurale en évoquant la situation sanitaire du pays, la récession économique, le racisme et les brutalités policières. Mais c'est surtout le discours de l'ancienne première dame Michelle Obama qui a donné le ton de la convention. Chaque fois que nous nous tournons vers la Maison-Blanche pour avoir du leadership, une consolation ou un semblant de stabilité, nous obtenons à la place du chaos, de la division et un manque total et absolu d'empathie. Donald Trump n'a pas tardé à répondre à l'ancienne première dame, qualifiant l'administration Obama de corrompue. De son côté, l'ancien vice-président Joe Biden continue de partager sa vision d'une Amérique rassemblée, un message auquel a fait écho son épouse Jill Biden. I know that if we entrust this nation to Joe, je sais que si nous confions les rênes du pays à Joe, il fera pour votre famille ce qu'il a fait pour la nôtre. Il va nous rassembler, nous unir et nous aider à aller de l'avant dans les moments difficiles. Il va tenir la promesse de ce qu'est l'Amérique pour chacun d'entre nous. À un peu plus de 2 mois de la présidentielle, de nombreux démocrates exhortent l'ancien président Barack Obama à s'impliquer davantage dans la campagne pour Joe Biden. I have sat in the Oval Office with both of the men who are running for president. J'ai été dans le bureau ovale avec les 2 hommes qui se présentent à cette présidentielle. Je ne m'attendais pas à ce que mon successeur embrasse ma vision ou poursuive mes politiques. J'espérais pour le bien de notre pays que Donald Trump montrerait un intérêt à prendre le travail au sérieux, qu'il finisse par ressentir le poids de la tâche et qu'il se découvre une certaine vénération pour la démocratie placée sous sa garde. Mais il ne l'a jamais fait. La clôture de la convention est organisée autour de l'intervention de Joe Biden s'exprimant par visioconférence du Delaware où il réside. Sa nomination en tant que candidat démocrate lance officiellement sa campagne et il va tenter d'unir progressistes et modérés d'ici le 3 novembre. La semaine prochaine, ce sera au tour de Donald Trump d'accepter sa nomination lors de la convention républicaine prévue du 24 au 27 août. Voilà. Merci beaucoup Dili. Et maintenant pour le débat, nous avons 2 invités. Ici à Washington, Claude Porcella, ancien chef du service francophone de La Voix de l'Amérique. Et toujours dans la capitale américaine, René Lec, analyste politique. Merci à vous deux d'être avec nous pour ce Washington Forum. Claude, pour vous, comment se déroule cette convention virtuelle des démocrates? Les démocrates ont-ils raison
de tenir une convention entièrement virtuelle ou presque entièrement? Bien, écoutez, je pense que c'est une décision très sage d'avoir décidé de ne pas tenir une convention traditionnelle. Avec la pandémie, l'idée d'avoir des milliers de personnes rassemblées dans une seule salle aurait été extrêmement dangereuse. Donc, vu les circonstances, vu que c'est véritablement quelque chose qui ne s'est jamais produit dans le passé, je trouve que les démocrates méritent une mention très, très honorable pour leur convention. Est-ce qu'ils réussissent, est-ce qu'ils ont réussi un peu à susciter l'intérêt, parce que c'est aussi l'objectif? Pour moi, oui, mais professionnellement, je l'aurais regardé. Hein, c'était pas, c'est une évidence. Pour l'Américain moyen, et c'est prouvé, le nombre de personnes, d'Américains qui regardent cette convention très peu conventionnelle, si je puis dire, a largement diminué. Hein. Ça, c'est un fait certain. Il parle de... Nielsen parle d'une baisse de 26% par rapport à 2016. Mais Ouais. René, on a quand même 10 millions de personnes qui ont regardé la première nuit sur Internet. Pour vous, Oui, est-ce que... en fait, ce sont les chiffres que j'avais, Abdou. 18 millions à la télévision contre entre 20 et 24 millions si c'était une convention traditionnelle, et 10 millions en ligne, ce qu'on appelle dans le streaming, ce qui fait tourner autour de 28 millions. Donc, ils pensent, les analyses que j'ai vues hier, disait que justement, c'est quand même bien plus important que 2016. Mais c'est en combinant les deux. Hein. En combinant les deux. Les conventions, c'est, comme je le disais tantôt à Claude, c'est l'occasion aussi de rallier les troupes et d'avoir une bonne couverture médiatique. Donc, vous pensez qu'ils ont réussi, les démocrates? Oui, moi je crois que personnellement j'étais un peu sceptique. Je me demandais si ça allait marcher, s'il allait y avoir un intérêt, même pour le téléspectateur. Bon, des gens comme nous, Claude et moi, c'est évident que ça fait partie de notre DNA, j'ai envie de dire, de notre ADN, pardon, pour parler en français. Mais je crois que ça a quand même assez bien marché. Et ce qu'on appelle le roll call, là, quand on appelle les différentes délégations qui décident, qui expriment le nombre de voix que chacun des candidats a obtenu, c'était absolument magnifique. Ça a été fait parce que ils sont allés, les vidéos étaient des vidéos dans chacun des États. On a eu des paysages magnifiques, on a eu plusieurs gens qui ont montré la diversité de l'Amérique, la diversité du Parti démocrate aussi, vous pourrez dire. Donc, de ce point de vue-là, cette partie de la convention, je pense, était beaucoup même mieux en ligne qu'elle ne l'était que si ça s'était passé dans une convention traditionnelle. Donc, ça a assez bien marché, je dois dire. Et justement, je vous pose la question à tous les deux. Vous pensez que peut-être que à cause de la pandémie de Covid-19, que, disons, les deux partis vont réfléchir sur une autre manière d'organiser ces conventions, peut-être pas aller à 100% virtuel, mais certaines parties comme ce que vous appelez, ce qu'on appelle le roll call, le vote pour les candidats, que beaucoup semblent apprécier, et qui était un peu assez chaotique par le passé, nous dit-on. Oui, je pense qu'il va rester quelque chose quand même de ces conventions virtuelles, mais les deux partis seront tout de même très contents de revenir aux conventions plus traditionnelles, parce que il est évident que aussi sophistiqués que soient ce qu'on appelle ici des infomercials, cette sorte de grande publicité politique d'une durée de 2 heures, ça a tout de même des inconvénients. Il n'y a pas l'atmosphère. Hein. C'est comme de jouer devant une salle vide pour des acteurs ou pour des sportifs, de jouer devant des gradins sans personne. Donc, ça manque, hein, la chaleur, l'atmosphère, les applaudissements, les bannières, le traditionnel lâcher de ballon.
et tout ça. Mais Le spectacle. les partis sont tout de même contents de retourner à une convention où il y a des gens, il y a une présence humaine. Et puis il y a l'intérêt des villes. Une ville comme Milwaukee va perdre, je ne sais pas combien de millions de dollars parce qu'ils avaient mis Ouais. investi. Oui, il parle de 200 millions de dollars de pertes. Oui. René, et vous, vous voyez un peu une différence à l'avenir? Oui, moi, je vois un format un peu hybride pour les prochaines à partir de cette expérience. Parce que c'est vrai que le public, c'est important. Parce que, comme dit Claude, également, il faut savoir qu'en matière de communication politique, le spectateur, le téléspectateur qui regarde, il y a aussi un phénomène d'identification qu'il y a entre lui et les spectateurs qui sont à l'intérieur de l'arène. Donc ça, c'est un élément qu'il faut garder qui est important. Donc, je crois qu'on va être dans une situation un peu hybride. Certains aspects, par exemple, ces images-là que l'on a eues de l'appel au vote, là, qu'on a vu au deuxième jour, je crois les prochaines conventions vont trouver des formules pour que ça reste. Et aussi, un autre gros avantage de la convention virtuelle Abdou, c'est qu'elle a permis d'avoir beaucoup plus d'intervenants. De gens auxquels on pouvait également s'identifier, même si ce n'était pas en live, même si ce n'était pas en direct. Quoique certains des cas étaient en direct le deuxième jour. Mais je crois que ça va être quelque chose aussi d'intéressant. Beaucoup plus de gens ont pu participer, beaucoup plus d'anonymes entre guillemets. Et ça, je crois que c'est important, y compris dans le phénomène d'identification dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Alors, Claude, est-ce que vous pensez que cette année, on va voir les bons dans les sondages qu'on a l'habitude de voir après les conventions, ce que les Américains appellent the bump? Probablement, je dirais probablement. Il ne faut pas exagérer trop l'importance de ces rebonds parce que d'abord, c'est en général de l'ordre de 5%. Est-ce que cette année, ce sera la même chose? Il y aura certainement un rebond, hein, même si le nombre des gens qui auront suivi cette convention est moins nombreux. Je pense qu'il y aura un rebond. Je ne sais pas ce que tu en penses, René, mais... Et parlant de sondage, René, on voit un peu que le président Trump semble réduire son écart dans des États comme le Michigan que les démocrates espèrent reprendre en novembre. Malgré la pandémie et les pertes d'emplois, c'est comme si rien n'a encore joué. Oui, tout à fait, Abdourahmane. Vous savez, on a eu des écarts jusqu'à 12 points, même 14 points dans certaines situations en faveur de Biden. Ça se resserre, il n'y a pratiquement plus d'écart à deux chiffres, il y en a un ou deux, il me semble. Donc, et je crois que plus on va aller, bien sûr, il va y avoir peut-être le rebond dont parlait Claude tout à l'heure, de quelques points, mais ça va durer quelques jours, parce qu'il y a aussi la convention des républicains qui, elle aussi, va créer un petit rebond. Donc, les choses vont s'équilibrer. Mais de vous à moi, je crois que quand on va se rapprocher de l'élection, l'écart va se serrer fortement. Je rappelle tous ceux qui... Dukakis, à peu près à cette période, peut-être un peu plus, quelques jours de plus, avait 2 chiffres d'avance dans les élections, dans une élection qu'il a perdue. Donc, vous savez, pour l'instant, on ne peut jurer de rien, à mon avis. D'accord. Et Claude, en fait, les démocrates font un peu de la gestion de la pandémie par l'administration Trump un élément central du message de leur campagne. Mais si la situation s'améliore d'ici novembre, est-ce que cela ne risque pas de se retourner un peu contre eux? Est-ce que ce n'est pas trop risqué d'insister sur cet aspect, ou bien vous pensez que c'est une bonne stratégie? C'est un petit peu ce sur quoi Trump compte. Évidemment, la possibilité qu'un vaccin, par exemple, soit sur le point d'être utilisé, d'être mis sur le marché. Mais enfin, ce sont des possibilités quand même encore assez lointaines. Quant à l'économie, la possibilité qu'elle se redresse d'ici novembre, c'est pratiquement
pratiquement impossible. Donc je pense que c'est bien pour les démocrates de dire ce qu'ils comptent faire pour trouver une solution à la pandémie, et ce qu'ils comptent faire surtout pour faire repartir l'économie. Et on parle jusqu'à présent assez peu du problème racial au cours au moins pour les 2 premières journées de la Convention, mais il me semble, à mon avis, que c'est pas une mauvaise idée que de se concentrer sur ces 2 thèmes, plus bien sûr sur celui de l'unité du parti. Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Alors, Joe Biden est présenté par ses partisans comme un rassembleur. Sa tâche première sera donc d'essayer d'unir les progressistes et les modérés avant la présidentielle de novembre. Mike O'Sullivan présente les forces et les faiblesses de Joe Biden. C'est un récit de John Linden. C'est une année électorale comme peu d'autres. Un taux de chômage élevé, des troubles sociaux et des personnes confrontées au risque d'infection par une pandémie qui fait rage. Tous les facteurs contribuent aux mauvaises performances électorales du président Donald Trump dans les États clés où les élections de novembre pourraient être décidées. Et cette bataille s'étend à certains bastions républicains traditionnels, une bonne nouvelle pour Joe Biden. Mais cette année, ils le sont. Biden était le vice-président de Barack Obama et a joué un rôle majeur dans son administration. Élu au Sénat à 29 ans, Biden est un homme politique expérimenté. C'est quelqu'un qui a traversé de grandes tragédies dans sa vie, avec la mort de sa première femme et de sa fille dans un accident de voiture. Puis, en 2015, il a perdu son fils aîné Beau d'un cancer. Ses tragédies personnelles et sa longue expérience en politique sont peut-être les raisons pour lesquelles ses opposants politiques ont du mal à générer contre lui la même hostilité que pour le dernier candidat démocrate. Crooked Hillary Clinton. Mais même les partisans de Biden admettent qu'il manque de charisme, ce qui pourrait être un problème selon les analystes. Il est ennuyeux et cela lui fait normalement plus de mal qu'à Donald Trump. Cela donne en fait aux gens un choix très précis et distinct. Biden a survécu à une primaire compétitive, battant une longue liste de candidats à l'investiture démocrate. Il s'est battu contre Bernie Sanders, Pete Buttigieg et Amy Klobuchar, mais il est vraiment modéré. Ce n'est pas un radical de gauche. Son choix d'un colistier pourrait élargir son attrait. Cela ne changera pas la position d'une grande partie des électeurs, mais cela pourrait affecter la marge des résultats. Pourtant, certains électeurs se disent mécontents du choix offert lors de cette élection. Il y a un groupe d'électeurs qui ont depuis été étiquetés comme des haineux et ce sont des électeurs qui n'aiment aucun des candidats à la présidence, mais estiment qu'ils doivent voter. Et dans cette élection sans précédent, chaque vote est important. Voilà, donc je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. Nous avons Claude Porcella, ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique, et René Lec, analyste politique, tous deux basés ici à Washington.
Avant de les retrouver, je voulais lire juste 2 réactions de téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. On a Archiduc Théodore qui est à N'Djamena qui dit « Joe Biden est le candidat idéal pour faire face à Donald Trump, perdu dans les labyrinthes de la lutte contre le Covid-19 et les bavures policières. Trump aura en face de lui un adversaire difficile à battre par sa profonde connaissance des situations de crise aux États-Unis. » Et puis Lambertile Mouyemba à Mbujimayi, c'est en RDC, il écrit « Pourquoi tant de haine contre le président Trump par les démocrates? C'est quelqu'un qui dit la vérité tout haut, qui lutte d'abord pour le bien de son peuple, contrairement à nos politiciens. » Il parle de politiciens en Afrique, bien sûr. Ces politiciens, dit-il, qui nous promettent beaucoup, mais qui sont là pour leurs propres intérêts. Je vois le président Trump remporter un 2e mandat car il le mérite vraiment. Voilà, donc 2 avis très opposés. Vous pouvez continuer à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Claude, pour vous, quel est le meilleur atout de Joe Biden? Le meilleur atout de Joe Biden, c'est de ne pas être Donald Trump. Et c'est ce qui va contribuer, probablement, ce qui va l'aider, dirais-je, à être élu. C'est que l'Amérique, du moins pour une partie de l'Amérique, évidemment, il y a un désir d'avoir une présidence plus calme. Avec Trump, tous les jours, ça change. Mais est-ce que s'il reste un politicien traditionnel, c'est pas aussi risqué? On le voit, cet auditeur de Mbujimayi qui pense que Trump fait un boulot parce qu'il est différent des autres. Est-ce que là aussi, bon, peut-être que sa base cherche ça, mais comment est-ce que vous analysez ça? Bon, écoutez, l'un des points forts pour les démocrates jusqu'à présent, c'est qu'au cours de cette convention, ils ont réussi à montrer une image d'unité. Et ça, c'est extrêmement important parce que, si vous vous en souvenez, pendant la campagne, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas favorables à Joe Biden. D'abord, il a eu un début de campagne absolument catastrophique. Il a été sauvé par le vote des Afro-Américains en Caroline du Sud. Mais qu'est-ce qui peut être son handicap pour vous, pour cette élection? Ben, tout va, à mon avis, beaucoup va dépendre de son comportement pendant les débats. Et tout va dépendre aussi de ce qui peut se passer. On est encore à quelques 80 jours de l'élection, donc il peut encore se passer beaucoup de choses. Mais son handicap, pour le moment, c'est que c'est vrai que comparé à Trump, ça n'est pas une figure charismatique. Mais bon, il a pris Kamala Harris, qui elle est charismatique, donc ça compense largement. Mais je le répète, je pense, et j'ai couvert quelques 13 ou 14 élections présidentielles, les Américains en général, quand ils arrivent au bureau de vote, ils votent centristes. Et c'est ce qu'est Joe Biden, et il a réussi, au moins pour le moment, et jusqu'à l'élection, à rallier à lui la gauche avec Bernie Sanders. Le discours de Bernie Sanders lundi soir a été un de ses meilleurs, et il a été catégorique. Il a dit maintenant, l'essentiel, c'est d'être unis. Mais si nous sommes élus, alors nous allons nous battre pour nos idées. Donc, il faut s'attendre à de futures divisions au sein du Parti démocrate entre le centre. Et René Lec, pour vous, c'est quoi la force de Joe Biden, mais aussi sa faiblesse? Je crois que son premier atout, et on l'a beaucoup senti dans les discours et dans la manière dont il a été présenté dans cette convention, c'est un peu son caractère. Tout le monde dit « the good man », c'est une bonne personne, c'est un homme décent qui a énormément de décence. Les républicains, un certain nombre beaucoup de républicains le disent. Vous avez vu pendant la convention, on n'en a pas encore parlé, beaucoup de républicains sont intervenus en sa faveur et également contre Trump.
Et donc, la question de la décence est centrale dans le personnage Biden, notamment dans son opposition à Trump, en tout cas, tel que le voient les partisans. Maintenant, René, oui. C'est vrai qu'il veut présenter l'image du rassembleur, mais en même temps, quand on a les modérés, les progressistes et des républicains dans un même camp, on voit déjà des progressistes qui pensent qu'il y avait trop de républicains qui se sont exprimés, qui ont pris la parole à cette convention. Comment est-ce qu'il va gérer tout ça? Oui, ça va être difficile, mais en même temps, vous avez suivi un certain nombre, en tout cas au moins, d'analystes démocrates, de stratégistes démocrates, dire, mais justement, c'est cet aspect-là que les démocrates veulent mettre en avant. Montrer que la tente est large, la tente est grande. C'est un peu le fameux grand écart de Mitterrand dans les années 80. C'est de dire, on va de Bernie Sanders et aussi Alexandra Ocasio-Cortez, qui est très à gauche, Elizabeth Warren, et on va un peu plus au centre, Kamala Harris, et maintenant vraiment le centre droit, dirait peut-être Sanders, Joe Biden. Donc je crois que montrer un parti divers, tant d'un point de vue de ses orientations politiques, ça peut être un atout dans le contexte actuel. Alors Abdurrahman, je pense que sa plus grosse faiblesse, et comme disait Claude, elle va peut-être apparaître avec les débats avec Trump, c'est que cette attaque que Trump a depuis le début, contrairement à ce que beaucoup de démocrates et de stratégiques démocrates pensent, moi je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait marcher, notamment la question de l'énergie, la question de la rapidité de réaction. Donc, en clair, Donald Trump insiste pour dire que oui, il appelle slow, qu'il est lent, qu'il n'est pas très énergique, qu'il n'a pas qu'il n'est pas très dynamique, qu'il a perdu quelques-unes de ses facultés cognitives. Et je pense que c'est à ce niveau-là où il peut être en difficulté, à mon avis. D'accord. Il nous faut maintenant parler un peu de Kamala Harris. Claude, Kamala Harris, la colistière de Joe Biden, qu'est-ce qu'elle peut ajouter à ce ticket? Qu'est-ce qui peut aussi constituer son handicap? Beaucoup. Je pense qu'en choisissant Kamala Harris, Joe Biden a fait un choix sage, un choix prudent. Il a pris quelqu'un qui n'est pas, qui est controversé certes par certains, mais qui d'une façon générale est très populaire. Et comme je le dis... Mais certains ont du mal à définir un peu sa philosophie. Certains la qualifient de progressiste, d'autres disent qu'elle est trop modérée, finalement. C'est clair. Ça prouve qu'elle a de la personnalité. Mais non, je pense que c'est un plus. Il y a l'âge, évidemment, elle a 55 ans, donc beaucoup plus jeune que Joe Biden. Elle a ce charisme que Joe Biden n'a pas. Et à mon avis, elle est prête si, pour une raison ou pour une autre, et bien sûr, dans l'hypothèse où le ticket est élu, elle est capable, à mon avis, d'assumer la présidence s'il arrivait quelque chose à Joe Biden. Donc, je pense que c'est un bon choix. C'est un ticket sympathique. L'avantage, comme le soulignait René, l'un des avantages de Joe Biden, c'est son humanité. Voilà, merci beaucoup à mes deux invités, René Lec et Claude Porcella. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur la page Facebook de VOA Afrique, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe technique. La semaine prochaine, on va parler de la convention républicaine qui démarre donc la semaine prochaine. Merci, au revoir.